Commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918, avec la participation de l'harmonie de Villabé. Garde à vous! Levée des couleurs! Repos. Lecture d'un texte de Victor Hugo par les enfants du Conseil municipal des enfants. Mon père se déroule au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qui le met entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille. Les champs couverts de morts sur qui tombait la nuit, il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route. Râlant, brisé, livide et mort plus la moitié, et qui disait à boire, par pitié. Mon père ému tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle. Et dit, tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à coup, au moment où le hussard baissait, se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'entraignait encore. Et vise au front mon père en criant Caramba! Le coup passa si près que le chapeau tomba. Et que le cheval fit un écart en arrière. Donnez-lui quand même à boire, dit mon père. La légende des siècles, Victor Hugo. Lecture d'un texte par les enfants de l'association Les Ambassadeurs Juniors de la Paix. Dimanche 14 février 1915. Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, tant de betteraves parsemées de riches fermes et jalonnées de meubles blés. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine, et une autre végétation est née. Ce sont des petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on va placer les papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile comme le galop le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau, puis on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture, rangée à ma selle et ma marmite de l'autre côté, et en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées des Joveux, je n'ai jamais rien vu de si horrible. Il y avait étaillé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même 2 bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à hauteur, comme des porte-manteaux. Et les joyeux suspendaient leurs musettes et on rigole de se servir d'un cadavre, moche comme porte-manteau, authentique. Je ne te raconte que des choses que je vois. Autrement, je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverrais des nouvelles et de là-bas. Et je t'écris en t'envoyant une formidable poignée de main. Topiac de brigadier, 58e E régiment, 48e E batterie, 68e secteur. Garde à vous!
Lecture de la lettre de la secrétaire d'État par M. Henri Catalifo. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense cri de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent être gravés dans notre mémoire, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient autrefois nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on construit l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali, le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de nouveau sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Repos. Intervention de M. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes.
Chers amis, permettez-moi d'abord de commencer ce propos en rompant un tout petit peu le protocole, d'abord en remerciant Henri. Pour tout vous dire et ne rien vous cacher, il vient de se faire opérer des yeux et donc voilà, donc c'était courageux de tenir quand même ton rang ce matin. Merci, merci à toi. Et puis décidément, je pense que lui va rester définitivement par terre. Et j'aimerais également rompre aussi le protocole en vous demandant, ça ne se fait pas lors des cérémonies, mais ça me paraît particulièrement mérité, en applaudissant à tout rompre nos enfants qui sont formidables. Merci à vous. Celles et ceux qui ont lu ces deux superbes textes, dont celui de Victor Hugo, et puis celles et ceux, il y a 1 heure, sur la place Théron à Courcouronnes-Centre, qui ont lu un fabuleux poème d'Arthur Rimbaud. Merci, merci à vous. Et puis je souhaiterais également, avant de commencer mon propos, rendre hommage quelques instants à André Maillard. André Maillard était l'un de nos porte-drapeaux, et pour celles et ceux qui étaient présents le 8 mai dernier, c'est notre porte-drapeau qui avait fait à quelques mètres d'ici un malaise durant la cérémonie et qui nous a quittés il y a à peine quelques jours. Je pense que nous devons collectivement avoir une pensée pour lui. Les Anglais disent les Flandres, la Somme. Les Canadiens disent Vimy. Les Américains disent Bois-Belon. Les Australiens et les Néo-Zélandais, les Dardanelles, Gallipoli. En France, 6 lettres sont devenues le synonyme de l'horreur, de l'abnégation et de la gloire. Verdun. Dans la chair des combattants, dans la conscience collective d'un pays entièrement tendu dans les efforts et sacrifices, d'un conflit qui dure et semble s'enliser, cette sous-préfecture du département de la Meuse est érigée en symbole de l'ampleur du sacrifice du peuple au combat. Mes chers amis, en ce jour, c'est à chacun de ceux venus sur la terre de France la défendre. C'est à chacun des millions de ses fils mobilisés, combattants, tués, blessés, survivants, que la République rend hommage et maintient vivant le souvenir de leur abnégation, de leur engagement et de leur sacrifice. Pour eux et l'ensemble de ceux pour lesquels le droit et la liberté priment sur la folie conquérante et guerrière. Pour eux et l'ensemble de ceux pour lesquels le don de soi prime sur l'égoïsme et le désintérêt. Pour eux et l'ensemble de ceux qui ont souffert dans leur corps et leur âme. Ce jour n'est pas qu'un simple signé dans un agenda, une date glissée entre deux autres, un jour férié parmi d'autres. C'est l'armistice. L'armistice, mes chers amis, mais pas encore la paix, qu'il faudra patiemment et savamment construire avec l'ensemble des partenaires alliés contre les résurgences et les tenants d'un passé fait de destruction et de volonté de soumission. Pas encore la paix, dont nous savons, triste privilège de l'histoire, combien elle sera fragile malgré l'attention mise à sa réalisation. Pas encore la paix, tant les fractures de ces années de conflit tarderont à cicatriser et se remettront à saigner, donnant une fois de plus la fièvre au monde. L'armistice, sonné par le caporal Philippe Sellier dès le 7 novembre 1918 à la Capelle dans l'Aisne, à l'arrivée des plénipotentiaires allemands, repris par Philippe Roux le 8 et Georges Labroche le 9 novembre. L'histoire retiendra leurs noms et ils seront surnommés le premier, deuxième et troisième clairon de l'armistice. À 11h, le 11e jour du 11e mois, sur l'ensemble des fronts, les clairons régimentaires sonnent les 13 notes du cessez-le-feu. À 10h55, 5 minutes plus tôt, le soldat Augustin Trébuchon, du 415e régiment d'infanterie, est tué
sur les bords de la Meuse. C'est le dernier mort français sur le front occidental. À 11h pile, pratiquement au même endroit, le soldat Octave de la Luc, clairon également au 415e régiment d'infanterie, monte au parapet et sonne le cessez-le-feu. 13 notes pour clore 5 années de boue, de mort, de désolation. 13 notes pour redonner à un pays exsangue le point de départ d'une reconstruction. 13 notes pour marquer la fin d'un monde et l'entrée dans l'inconnu d'un nouveau dont les contours politiques, économiques et sociaux sont plus que troubles. La paix, mais à quel prix? Des générations sacrifiées, des flots de veuves et d'orphelins dont il appartiendra à l'État d'assurer le devenir, des blessés et estropiés par milliers dont il conviendra d'entendre les justes demandes et parer à la réparation des outrages commis. Une économie en tension, un outil industriel et agricole ravagé, tout comme une partie du territoire qui porte encore plus d'un siècle après les stigmates des combats dans sa géographie. Il ne suffira pas de se ruiner à loisir, l'Allemagne paiera. Il convient, après l'effort de guerre, de mettre en route les conditions, non pas d'un retour, l'ancien monde étant mort et dépassé, mais bien d'instaurer un nouveau modèle, performant, permettant le développement harmonieux d'une société en cours de cicatrisation. Gagner la paix sera définitivement bien plus difficile à mettre en œuvre que gagner la guerre. De nouveaux droits sont à légiférer. Une nouvelle société est à instruire et encadrer. Aux années sombres vont d'ailleurs succéder, jusqu'à la prochaine crise, les années folles. Les contours de la nouvelle Europe, qui se remodèle dans la clairière de Rotonde, validée et consolidée, pense-t-on à l'époque, par 9 traités, effacent définitivement celle née dans les réjouissances d'un congrès de Vienne qui, un siècle plus tôt, avait voulu séculariser un modèle désuet et révolu, apte à satisfaire les revanchards contre l'esprit des peuples. Le choc des deux puissances continentales sonnait le glas des empires allemands et russes, d'une kyrielle de monarchies éphémères, dépeçant leurs provinces au nom du dogme des peuples à disposer d'eux-mêmes. La saignée dans la pyramide des âges allait créer une tourmente sociale jamais atteinte pour des sociétés qui misaient sur l'avenir et la libération par le progrès et par la science. Ce fut malheureusement au service d'une culture de mort que ces progrès furent menés. Jamais la science et la technique ne furent mises autant au service de la destruction de l'homme. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers faits pour la boucherie humaine. Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés, dira Henri Barbus, de millions d'hommes, de très jeunes à quasi vieux, qui seront enveloppés dans ce tourbillon irrationnel et mortifère. C'est à cette génération dont aujourd'hui nous nous souvenons. C'est à cette génération qu'aujourd'hui nous rendons un juste hommage. Plus d'un siècle, désormais, après la fin des combats, il est important que la transmission de la mémoire s'opère. Il est important que notre recueillement et nos hommages maintiennent ce fil, ces souvenirs, que par notre présence au pied de chaque monument de notre pays, à la même heure, nous maintenions et affirmions ce que faire nation signifie par-delà les années et les aléas. Chers amis, souvenons-nous, en 1912, un jeune écrivain, déjà détenteur du prix Goncourt 1910, publiait La guerre des boutons. Dans la nuit du 7 au 8 avril 1915, Louis Pergaud disparaissait dans la boue de la Meuse, lors de l'attaque de la côte 233 de Marcheville. Entre-temps, le 2 août 1914, la France avait déclaré la guerre et procédé à la mobilisation générale, transformant le roman d'une jeunesse rieuse en drame pour 8 millions de conscrits. S'agissait-il d'un conflit colonial? Non. S'agissait-il d'une guerre de conquête? Non plus. S'agissait-il d'une guerre économique? Pas davantage. S'agissait-il d'une guerre de succession?
comme le siècle d'avant en avait tant connu, pas plus. Le 2 août 1914, la République honorait ses traités et le respect de la parole engagée. Le 2 août 1914 marquait le début d'une longue agonie et les prémices d'un bouleversement dont les derniers frémissements agitent encore aujourd'hui nos sociétés. Des signes de tension diplomatique, territoriale, économique avaient bien émaillé les 40 dernières années d'avant 1914. Mais il s'était toujours trouvé un point d'équilibre, un ultime consensus, freinant la spirale de la marche du conflit. Cela, nous le savons, jusqu'à l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, contre l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse, par le nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip. Alors, le jeu des alliances allait se dérouler, faire trembler l'équilibre trouvé au Congrès de Vienne, redonner aux tensions nationales réprimées en 1848 une nouvelle vigueur. La victoire de la Prusse sur l'Autriche en 1866, sur la France en 1870, les tensions aux Balkans, tout cela allait entrer en fusion avec comme point d'orgue pour la Troisième République ce fameux 2 août 1914. Les esprits étaient prêts, dressés au jus de la revanche. 50 mois de conflit n'altéreront en rien cette détermination. L'ombre de la défaite effleurera souvent les lignes de défense, mais chaque fois un sursaut. Chaque fois l'effort de la dernière limite apporteront quelques plumes de plus aux ailes de la victoire. D'août à septembre 1914, 250 000 soldats français tomberont, mais le front est stabilisé. La mémoire immédiate de l'époque a rendu hommage aux différents combattants de ce choc initial de 1914. Tout le monde connaît le jugement que le vaincu von Kluck a porté sur le véritable vainqueur, à savoir le combattant de base français, je le cite. Que des hommes ayant reculé pendant 15 jours, que des hommes couchés par terre et à demi-morts de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est une chose avec laquelle nous autres, Allemands, n'avions jamais appris à compter. C'est là une possibilité dont il n'a jamais été question dans nos écoles de guerre. Le communiqué que Joffre transmet au ministre de la Guerre, le 13 septembre 1914, se termine pour sa part par la phrase « Le gouvernement de la République peut être fier de l'armée qu'il a préparée ». Le deuil et la souffrance vont désormais entrer dans le patrimoine affectif du peuple de France. Veuves et orphelins, mutilés et gueules cassées, vont s'installer au sein d'une population dont l'aspiration première était une vie meilleure, portée par un progrès en constante évolution. Le développement de l'industrie de l'image, l'un de ces progrès notoires de l'époque, nous offre aujourd'hui le reflet de ce que furent ces 5 années. Photos, courts-métrages, montages de propagande, quasiment un siècle après, dressent le portrait de l'horreur partagée. L'imaginaire français va se peupler de nouvelles entités. Le poilu, l'expression « y en a marre », tranché, venant conjuguer des lieux fixés dans l'histoire, Verdun, je le disais tout à l'heure, mais également Mort-Homme, Côte 304, les Éparges, la Somme, la Marne, Fort-de-Vaux, Craonne et bien sûr la Voie sacrée. Pas une famille qui n'ait ce point de référence, pas une famille qui n'ait un tué, pas une famille épargnée par le tourbillon guerrier. Le 11 novembre 1918, au carrefour de Rotonde, 1,5 million de tués au combat confortent les émissaires français dans leur volonté de ne rien céder aux demandes allemandes, d'obtenir des réparations qui prennent en compte l'état de dévastation agricole, industrielle, humaine, dans lequel la folie guerrière a entraîné notre pays. 4 départements reviennent dans le giron de la République. L'affront de 1871 est lavé. Une série de traités, dont celui de Versailles, rétablissent la France au rang de sa puissance. Les empires aux aigles bicéphales ont cédé devant les valeurs de la République. Pas un corps de la société française qui n'ait été épargné
par les coupes claires des massacres. Paysans, instituteurs, fourniront les gros, trop gros bataillons de victimes. Écrivains, peintres, artistes teinteront leurs œuvres de la hantise de ces 5 années. Le panthéon des hommes militaires accueillera 7 maréchaux. La vie politique transformée n'apportera pas à Georges Clemenceau, artisan indéfectible de la victoire française, la consécration de la présidence. Et même si les années folles occuperont les esprits, le ventre de la bête sera toujours fécond, en attente de revanche. Plus d'un siècle après, engendrant les horreurs du second conflit mondial, la réconciliation, la paix et le progrès. L'actualité nous le montre malheureusement aujourd'hui, ici, sur cette terre d'Europe. La puissance du lien franco-allemand restera essentielle au maintien de notre stabilité. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer avaient tracé ce chemin. Il nous appartient de le cultiver, de l'adapter à un monde dont la vitesse parfois surprend, comme il nous appartient d'avoir toujours présent le souvenir des acteurs de ce conflit. Cette atmosphère, ce climat que j'ai essayé de vous dépeindre, c'est à nous d'en être les gardiens et les passeurs, dans le respect dû à la mémoire et l'honneur de ceux qui donnèrent jusqu'à leur vie, afin que liberté, égalité, fraternité ne demeurent pas de vaines paroles. Je vous remercie. Dépôt de gerbes. Gerbe de la FNACA Évry-Courcouronnes. Gerbe des associations d'anciens combattants d'Évry-Courcouronnes. Gerbe du conseil départemental déposé par Madame Sandrine Chaumont et Monsieur Pascal Chatagnon.
Gerbe de Madame Farida Amrani, députée de l'Essonne. Gerbe de Monsieur Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes et son conseil municipal. Garde à vous! Sonnerie au... Sonnerie aux morts. Minute de silence. La Marseillaise. Repos. Fin de la cérémonie. Les autorités vont saluer les porte-drapeaux.
Vous êtes au top. Au bout de 2 ans de mandat, quand même, t'as vu ça, comment ils sont C'est la évolués. deuxième fois que je fais Tu vois, t'as vu, on retient. Hein. Excellent. Bravo, c'était très bien. C'était très bien. D'accord. Je pense que c'était pour Vincent. Les chartes tricolores. Oui, je ne sais pas. Regardez, il y a Quentin. Ah ouais, non, bah bien sûr. Quelqu'un. D'accord. C'est pas grave, tu as très bien. Ah, c'est très bien. Le jour où j'arrive à faire comme ça, voilà, avec une telle émotion. Ah oui, des couronnes. Ouais, Ouais, des agents moi pour aussi. regarder un peu comment on a fait pour. C'est sûr, hein, c'est sûr, hein, 2 ans. J'espère qu'en tout cas, ça vous a donné de beaux souvenirs. Que vous allez continuer à augmenter la mémoire et prendre Pierre le coup Oui, tout à fait, ouais. Ah bon, on va avoir. D'abord, moi, il y a une ensuite tableau. Et avant que ce qu'il soit élu De là, de la descente. Ouais, ouais, c'est ça. Un décor. la bibliothèque. Tout arrive. Elle a demandé en fait au début comment c'était, mais elle a dit bonjour, ça va? Ça va, bien. Ça va. Le pourquoi. Bonjour, tout arrive. On a remis du Elle a décalage. l'habitude d'envoyer des parents sur leur Bien, ouais. Allez, on y va. On se met en. Je te mettrai en.